Versailles fête ses 400 ans. Non, pas possible déjà? Oui, et il s'en est passé des choses en 400 ans. Remontons le temps. D'accord. Oups, pas trop quand même. Louis XIII adore l'endroit. Il y chasse régulièrement, mais il n'a pas de toit pour y dormir. C'est ainsi qu'il décide de faire construire un petit pavillon de chasse. Ce pavillon de chasse permet donc à Louis XIII de dormir sur place avec sa femme Anne d'Autriche? Non, Louis XIII considère ce lieu comme un refuge. Il aurait dit « les femmes gâtent tout ». Et Louis XIV, quand s'intéresse-t-il à Versailles? Il découvre le pavillon de chasse de son père quand il a 3 ans, en 1641. À partir de son adolescence, il y vient régulièrement pour chasser. Oui, c'est un roi de plein air qui aime chevaucher. Il a une véritable passion pour le lieu. En effet, il n'apprécie pas Paris. Il ne se sent bien qu'à Versailles. Intéressé par l'architecture, il décide de faire agrandir le bâtiment. Les premiers travaux commencent dans les années 1660. Et c'est à partir de ce moment qu'il organise ses plus grandes fêtes. Oui, comme les plaisirs de l'île enchantée, en 1664. C'étaient des fêtes grandioses. Se rendant compte du potentiel du lieu, Louis XIV décide d'y construire sa future résidence officielle. 20 ans plus tard, en 1682, Versailles devient le siège de la cour et de la monarchie. De nombreux événements ont lieu comme la célèbre visite des ambassadeurs du royaume de Siam en 1686 ou le mariage du duc de Bourgogne avec Marie-Adélaïde en 1697. En parallèle, les travaux se poursuivent et à la fin du règne de Louis XIV, le château est enfin terminé. Il prend alors sa forme actuelle. Véritable prouesse technique, c'est aussi un pur raffinement décoratif. Et Louis XV, que fait-il de l'héritage de son arrière-grand-père? Il termine les travaux. Beaucoup de choses avaient été laissées en l'état, faute de moyens. On lui doit la construction de l'Opéra Royal par l'architecte Ange-Jacques Gabriel en 1770, à partir d'un projet imaginé par Louis XIV. Ce lieu va jouer un rôle très important pour la monarchie, puis pour la République, accueillant festivités, spectacles et débats parlementaires. Sous le règne de Louis XVI, comment le château évolue-t-il? Peu d'aménagements importants sont réalisés. Les travaux concernent essentiellement le domaine de Trianon. Que devient le château à la Révolution? Le château est abandonné par le pouvoir, mais il n'est pas détruit. Plusieurs projets de modification se succèdent, mais aucun n'aboutit. Le château ne souffre-t-il pas de son image de symbole de l'absolutisme? Oui, au début, mais le problème vient surtout du fait qu'il est oublié. Et Napoléon? En devenant empereur des Français en 1804, il songe à faire de Versailles le lieu de son pouvoir. Mais finalement, il préfère occuper le Grand et le Petit Trianon. C'est à partir de 1830 que le château renaît. Souhaitant fédérer les Français autour d'une cause et d'une histoire commune, Louis-Philippe décide d'en faire un musée qui illustre toutes les gloires de la France. Oui, il remplace par exemple une partie des appartements des courtisans situés sur l'aile sud par une grande galerie présentant les grandes batailles de la France. Ah oui, la galerie des batailles! Napoléon se trouve-t-il au cœur de cette entreprise de glorification? Oui, naturellement, Louis-Philippe souhaite mettre en lumière l'épopée napoléonienne. Il ordonne par exemple la construction des salles du consulat et de l'Empire au rez-de-chaussée et de la salle du Sacre au premier étage. Le château redevient-il ainsi un lieu officiel du pouvoir? Oui, mais après 1848, il est moins sous le feu des projecteurs. Pourtant, il sert de lieu de réception officielle, par exemple à l'occasion du voyage de la reine Victoria en France en 1855. En effet, la réconciliation avec l'Angleterre est l'obsession de Napoléon III. Il réserve à la reine d'Angleterre des fastes que Versailles n'avait pas connus depuis la monarchie.